C'est-à-dire, or, je vois, c'est assez difficile de comprendre ce que veut dire Foucault, sauf lorsqu'il dit c'est le sexe qui devient la réalité, la vérité de l'individu, la vérité de la personne. Or, on voit cela se profiler, à mon avis, dans cette identification qu'il y a chez Kant entre la possession d'un membre et la possession de la personne elle-même. C'est-à-dire qu'en engageant le service, on pourrait dire, de son membre, dans le mariage, il y a un engagement qui est celui de la personne. Il peut s'agir aussi bien d'ailleurs du membre féminin que du membre viril. Le membre, en ce moment-là, n'étant peut-être pas exclusivement, mais là, on y reviendra tout à l'heure peut-être avec la psychanalyse, le phallus, mais peut-être l'organe sexuel dans les deux sens. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui fait que dans le contrat, là, quelque chose de la personne se fait chose, et que c'est quelque chose qui fait que il y a un engagement entre les deux personnes. Je vous renvoie à ce que j'avais écrit, parce que là je ne vais pas le relire, ça serait un petit peu trop long, parce que je dis simplement ceci. Kant précise au cours du même paragraphe l'acquisition d'un certain membre Glied-Masse, il l'appelle, Glied, G-L-I-D-E, masse, M-A-2-S, dans l'homme, équivaut à l'acquisition de toute la personne, parce que la personne forme une unité absolue, d'où il suit que la cession, c'est-à-dire la remise, et l'acceptation d'un sexe à l'usage de l'autre ne sont non seulement permis que sous la condition du mariage, mais encore qu'elles ne sont possibles que sous cette unique condition, de sorte que là on retrouve un peu la rigidité un peu du rationalisme de Kant, qui fait que cette conception personnaliste conduit à une sexualité contractuelle et des relations qui sont à la fois symétriques et responsables. Maintenant, le problème qui se pose à partir de... Bon, c'est ça, ce qu'il y a chez Kant, c'est une description, qui est une sorte de schéma qu'il donne de ce que peut être la rationalisation de la sexualité et que l'on peut appeler la sexualité, la pratique de la sexualité telle qu'elle sera imposée à la société civile dans le réel de l'histoire, avec les codifications qui s'en suivront. Il y aura à ce moment-là la mise en place au début du XIXe siècle d'ailleurs d'une codification qui sera faite avec le Code Napoléon, qui ne repose pas exactement sur l'égalité des sexes, mais malgré tout qui établit la liberté civile, on pourrait dire, des femmes, c'est-à-dire que les femmes entrent dans une sorte de contrat, ce sera plus ou moins appliqué, mais malgré tout c'est quelque chose qui est mis en place, mais un mouvement qui va être progressif jusqu'à des émancipations progressives qui vont permettre d'atteindre d'une façon plus précise des égalités entre les sexes qui demanderont un siècle et même plus d'un siècle jusqu'à nous pour être atteintes. Mais je pense que le principe même de cette conception contractuelle n'est pas abandonné. Mais en dehors de cela, se forme, je termine, ne t'inquiète pas, se forme, donc on pourrait dire que Kant trace la ligne de réel qui va être celle que va suivre la sexualité moderne. Sexualité comprise comme un contrat, à interpréter de façon différente, de contrats engagés par des personnes raisonnables autour duquel est liée cette notion de possibilité que l'on a de considérer les choses
du sexe comme l'objet d'un contrat entre des personnes libres qui vont décider par avance de prêter ou de donner, d'accorder à autrui la jouissance de leurs propres membres sexuels, de leur propre partie sexuelle. Et puis à côté de cela, il y a des conceptions qui ne sont plus inscrites dans le réel, qui ne sont plus rationnelles dans ce sens-là, mais qui partent de l'examen de la sexualité. Est-ce que la sexualité, est-ce que ce contrat est possible? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un moment où l'on peut décider de prêter des membres sexuels ou des réactions corporelles qui appartiennent à un autre ordre que celui de la raison, que celui de la décision, qui s'inscrivent dans une autre conception de la sexualité, qui est une conception non pas contractuelle, mais une conception que j'appellerais agonistique, c'est-à-dire qui conçoit la sexualité non pas comme un contrat, mais comme un combat. Comme un combat avec l'agone, qui signifie le combat, tandis que là c'est le jugement. Toutes les théories du jugement reposent sur un contrat. Les théories agonistiques sont différentes. On pourrait opposer les deux, comme le fait Deleuze par exemple, lorsque dans son article En finir avec le jugement, il oppose justement avec Nietzsche, qui est opposé à Kant, une conception du jugement et une conception du combat. Mais on peut également d'ailleurs ajouter, et je serais tenté beaucoup de le faire, la conception maniaque de la sexualité, et que la sexualité n'est ni un combat, d'ailleurs peut-être ni un jugement, mais une mania, qui est le mot grec d'une sorte de folie qui est apportée, qui est introduite par Platon dans le Phèdre, en distinguant différentes formes de mania, dont celle de la poésie, dont celle de l'éros, qui est la voie du dionysisme, qui est la voie qui est suivie par des tendances qui, à cette époque même de Kant, se manifestent comme étant les tendances utopiques, et dans lesquelles je distinguerai deux. Celle de Sade, qui ressemble beaucoup plus peut-être à l'agone, c'est une sorte de combat qui fait que il y a toujours dans la sexualité un dominateur et un dominé, que l'acte de sexualité est toujours celui d'une domination et d'un esclavage, ou alors celui de Fourier qui repose beaucoup plus sur la notion de mania, soit dans le cadre de la multiplicité de caractères dionysiaques qu'il expose dans le Nouveau Monde amoureux, ou alors, dans le même sens, et dans le Nouveau Monde amoureux aussi, l'importance dans le domaine de la sexualité, non pas des interventions de la personne tout entière, mais des manies, au sens propre du terme, c'est-à-dire de ces petits travers, de ces petites déviations, de ces petites singularités qui constituent l'acte sexuel chez chacun, et qui n'est pas du tout un acte de caractère global et engageant spécifiquement la personne, mais engageant certaines parties du corps, certaines formes de fétichisme, etc. Donc il y a dans ce domaine non pas une seule vision englobante et qui se réunirait autour d'un signifiant unique, mais une multiplicité qui fait que dès qu'on aborde la sexualité, ce n'est plus particulièrement le domaine de la personne qui est engagée,
mais de cette personne incarnée à travers un corps dont les mouvements, dont les logiques sont des logiques passionnelles qui n'entrent pas spécifiquement ni exactement dans la logique rationnelle qui a été définie par Kant. Donc je termine là-dessus. Donc c'est quand on a une ligne, une grande ligne rationnelle qui est exacte, qui peut être suivie, qui est peut-être irréfutable dans une certaine mesure, puisque à aucun moment on ne peut réfuter malgré tout le fait que la relation sexuelle n'est légitime que si elle s'insère entre deux personnes raisonnables, mais d'autre part, tout cet aspect est également en sous-roche ou marginalement qui entoure, comme d'un halo, tout ce domaine de la sexualité, mais qui fait apparaître dans ses bords ces grands arrière-fonds qui sont l'arrière-fond d'un combat qui appartient, ou d'une manie qui appartient, eux, au domaine esthétique, puisque toutes les œuvres esthétiques qui ont lieu dans le théâtre, le roman et tout, explorent en fait, et essentiellement, on peut en prendre de multitudes d'exemples, ces marges qui sont des marges que j'appellerais en gros dionysiaques, et où interviennent toujours les combats dans le domaine de la sexualité, la notion de combat comme la notion de multiplicité, de dissémination maniaque des activités sexuelles. C'est ça qui fait le grand domaine à la fois érotique et esthétique qui transforme la sexualité non pas simplement en acte civil mais en œuvre d'art. C'est ce qui fait que les écrits ou les représentations esthétiques sont à même d'aborder le domaine des relations sexuelles en dehors de ce qui est codifié, soit légalement, soit par les mœurs, parce que les mœurs également peuvent être tentées parfois de penser du côté de ces dérivations d'ordre utopique, érotique, esthétique, ou au contraire de penser du côté des affirmations d'ordre légal et rationnel. Voilà qu'était un petit peu ce que j'abordais comme problème là-dedans, et je laisse à Constantin l'organisation de la suite. Alors, bon, j'ai dit à peu près ce que je voulais dire là-dessus, je te donne la parole.